19e conférence des chefs d'État du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Elle s'est tenue ce 20 juillet par visioconférence sous la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré, président en exercice du SILSA. Dans quelques instants, vous aurez l'essentiel des conclusions de cette conférence. En actualité politique, le Congrès pour la démocratie et le progrès annonce l'investiture du candidat Edi Komboyego dimanche prochain. La nouvelle tombe à un moment où un autre candidat s'est déclaré pour briguer la magistrature suprême pour le compte du CDP. Le cas Mamadi Kwanda a été évoqué à la conférence de presse dont vous aurez la teneur dans ce journal. Dans l'actualité également, la communauté musulmane traverse-t-elle une grave crise? Oui, selon le bureau exécutif de la structure, né du congrès extraordinaire tenu à Bobo Dioulasso, elle avance comme argument le refus de l'administration de lui délivrer un récépissé. Explication à suivre dans quelques minutes. Et puis cette grogne à propos de l'élection à la présidence de la Fédération burkinabé de football. 5 candidats sur les 6 en lice dénoncent des irrégularités dans le processus. Les candidats mécontents se sont exprimés ce lundi. Vous les entendrez en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Une contribution spéciale de 300 millions de francs CFA pour poursuivre les réformes dans les États membres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. C'est l'une des décisions prises par les chefs d'État du SILSA lors d'une visioconférence ce 20 juillet. Autre information, le président du FASO passe les témoins à son homologue tchadien pour la présidence de l'institution. Daouda Ouattara et Olopouda. C'est un nouveau départ pour le SILS qui est annoncé ici. Cette 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement vient d'approuver le rapport de la réforme de l'institution. Une réforme institutionnelle entreprise ces 2 dernières années sous la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré. Et pour rendre le SILS efficace au profit des populations des États membres, le SILS doit désormais compter sur ses propres ressources. Pour ce faire, les chefs d'État rappellent la nécessité du paiement régulier des contributions et l'apurement des arriérés. Donner-lui un sang nouveau, c'est quoi? C'est faire en sorte que le SILS puisse avoir des fonds propres pour se prendre en charge. C'est faire en sorte que le SILS puisse répondre véritablement aux préoccupations des différents pays. C'est-à-dire que le site va se recentrer sur son cœur de métier, son expertise, pour permettre aux populations sahéliennes de pouvoir lutter contre l'insécurité alimentaire. Et ensuite, il a des centres spécialisés comme le centre Agrimet et l'INSA, qui est à Bamako. Et ces centres spécialisés auront vraiment le rôle de pouvoir jouer accueillir les différents programmes pour les mettre en œuvre en expertise. Et maintenant, c'est surtout au niveau du secrétariat exécutif qui va jouer le rôle de coordination, qui va travailler avec les États et que l'accent sera mis sur les CONASILS, c'est-à-dire les représentations nationales du site au niveau des pays, pour qu'eux, ils portent l'ensemble des activités pour que les pays puissent avoir gain de cause et pouvoir vraiment, véritablement recevoir les appuis du SILS. À cette conférence, le leadership du président du FASO a été salué par ses pairs. Un leadership qui a permis au SILS de relever les défis pour une agriculture productive, résiliente et compétitive à travers de nombreuses résolutions. Nous avons notamment l'organisation de la conférence régionale sur la chenille légionnaire. Vous savez que la chenille légionnaire, c'est un problème, c'est une préoccupation au niveau de notre pays comme au niveau de la sous-région. Donc nous avons eu cette conférence qui a permis de tirer des conclusions et à partir de cette conférence, nous avons fait une note de concept de 35 milliards de francs CFA qui a été soumis à la BAD pour financement. Il y a eu l'endossement du centre Agrimet de Niamey comme centre régional climatique pour la CEDEAO. Également, il y a eu un certain nombre de projets qui ont été mis en œuvre, un gros programme financier, régional financé par la BAD, qui a permis également de travailler dans le domaine de la résilience au niveau du Burkina Faso. Il y a également un autre programme, le PRAPS, le projet
de pastoralisme qui est mis en œuvre également au niveau du Burkina Faso et qui a permis de travailler avec les pasteurs, les éleveurs au niveau du Burkina Faso. Et le troisième aspect, c'est surtout un programme d'irrigation, le PARIS, qui est un programme régional sur l'irrigation, qui est un programme qui est en train de se mettre, un gros programme qui est en train de se mettre au niveau du Burkina Faso avec près de 25 milliards de francs CFA et qui va vraiment toucher l'aménagement de grands périmètres par la maîtrise de l'eau, mais également des petits périmètres pour les populations vulnérables. Des résultats satisfaisants, certes, mais le chemin reste encore long. C'est pourquoi les chefs d'État ont décidé d'une contribution spéciale de 300 millions de francs CFA pour poursuivre la mise en œuvre des réformes. De nouveaux chantiers qui seront conduits par le président tchadien Idriss Déby Itno, qui remplace le président Roch-Marc Christian Kaboré pour un mandat de 2 ans. La candidature du Nigérien Mahamadou Abdoulaye au poste de secrétaire exécutif du SILS a été retenue et le Burkinabé Paul Ouedraogo est son adjoint. Toujours en rapport avec cette actualité, sachez que la République centrafricaine fait désormais partie des pays membres du SILSA. Sa demande a été approuvée et acceptée par les chefs d'État du SILSA au cours de ce 19e sommet. À la primature, l'ambassadeur du Royaume de Belgique a fait ses adieux au chef du gouvernement. Vous l'aurez compris, le diplomate belge est en fin de mission au Burkina Faso. Reçu en audience cet après-midi, il a fait le point de la coopération jugée excellente entre son pays et le Burkina. Urbain Benito Somé et Ernest Akambiri. C'est une audience de revoir pour le diplomate belge en poste depuis 4 ans au Burkina. Venu relancer la coopération gouvernementale entre le Royaume de Belgique et le Burkina Faso, l'ambassadeur Liven de la Marche est en fin de mission. Et avec le Premier ministre chef du gouvernement, il a aussi été question du bilan de cette coopération. Pendant cette période, relancer la coopération, on a eu un programme de redémarrage et après un grand portefeuille qu'on a approuvé et qui est maintenant en œuvre. Et donc, je crois, et on a aussi regarder un peu les autres aspects de la coopération entre la Belgique et le Burkina Faso. Et voilà, c'était essentiellement ça, un adieu à un pays où j'ai séjourné pendant 4 ans et que j'ai de très bonnes mémoires. C'est donc avec le sentiment d'avoir contribué à renouer et à approfondir les relations entre les deux pays dans les domaines de la coopération économique, militaire et surtout de développement que le diplomate belge quitte le Burkina. Élection du 22 novembre prochain, le candidat Roch-Marc Christian Kaboré, déjà investi, a le soutien d'une coalition qui vient de voir le jour. Il s'agit de l'Alliance Vision pour la paix, un regroupement d'une dizaine de partis politiques de la majorité présidentielle. Les initiateurs de l'AVP ont présenté leur vision et ambition à la presse. Des détails avec Marguerite Douaniou. C'est une alliance stratégique pour assurer la victoire du candidat Roch-Marc Christian Kaboré à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. L'Alliance Vision pour la paix est un regroupement de jeunes partis de l'Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle qui veut mettre les différents talents et dons à profit pour soutenir la réélection du candidat de la mouvance présidentielle. Nous voulons reconnaître en ce grand homme quelqu'un qui a fondé, qui a mis un fondement, des bases. Vous ne pouvez pas voir un immeuble pousser du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord, par rapport à la hauteur de l'immeuble, voir quelle sera la profondeur du fondement. Les fondations. Et les fondations, pendant qu'elles sont en train d'être posées, on ne voit rien. Donc les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? On ne voit rien. Mais il est en train de poser les fondements sur qui d'autres partis plus tard viendront bâtir l'immeuble. Devant les journalistes, les responsables de l'AVP présentent et justifient leur stratégie qui devrait permettre à la majorité présidentielle d'engranger des résultats probants. C'est une stratégie de notre part que d'aller en groupe. Et nous avons tous signé une convention entre nous dans ce but de pouvoir se soutenir, mais non pas se faire la compétition dans certaines régions. Et sur la question de la tenue des élections couplées à bonne date, la réponse des responsables de l'AVP est catégorique, pas question de céder au chantage ni à la peur. C'est la CENI qui a ce rôle de pouvoir déterminer si dans telle zone
nous pouvons faire les élections ou pas. Et maintenant, proposer des solutions. Et ces solutions qu'ils vont proposer, nous, présidents des différents partis, nous les étudierons, nous verrons et nous nous appuierons selon ce que notre président aura décidé. L'Alliance Vision pour la paix présentée à la presse samedi dernier est composée d'une dizaine de partis politiques de la majorité présidentielle. L'autre parti qui a aussi annoncé son soutien au candidat de la majorité présidentielle, c'est l'AGIR, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Mais pour l'heure, le parti s'attelle à être mieux implanté à travers le Burkina Faso. Et pour ce qui concerne la province du Houé, la personne désignée pour coordonner les activités de l'AGIR s'appelle Ibrahim Sanfo. Nous suivons son installation dans ce reportage de Kassoumi Logo et Ali Traouri. Voici le nouveau coordonnateur provincial du Houé de l'AGIR, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Il a été choisi à l'unanimité par les jeunes de ce parti pour présider à leur destinée. Aussitôt installé, Ibrahim Sanfo a déjà la tête sur les épaules. C'est chercher à implanter le parti et dans les villages rattachés, dans les arrondissements. Nous sommes maintenant un parti complet dans la province du Houé. Voilà, donc nous mesurons bel et bien l'ampleur de cette tâche. Voilà pourquoi nous demandons l'union de tous et le concours de tous pour exécuter à bien la mission qui nous a été confiée. L'occasion fut belle pour les responsables de l'AGIR de galvaniser leurs militants à réaffirmer leur soutien pour les échéances à venir. Et aux côtés de ce parti, on retrouve le FFS qui partage la même vision. Nous avons également lancé il y a 2 ou 3 semaines une campagne d'appel à candidature pour tous ceux ou celles qui sont justement intéressés aujourd'hui pour briguer ces différentes échéances électorales. Et également, il y a une semaine, au maximum 10 jours, nous avons également mis en place une alliance avec le FFS, le Fonds d'efforts social, en vue de redynamiser justement nos bases. Pour ces élections à venir, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République ne compte pas faire de la figuration. Pour cela, elle exhorte ses militants et sympathisants à porter haut les idéaux du parti. Le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès à la présidentielle de novembre prochain sera investi dimanche prochain. Il s'agit du candidat Edi Komboigo, désigné le 10 mai dernier à l'issue des primaires du CDP. Face à la presse ce 20 juillet, le parti est revenu sur les intentions des candidatures, manifestées également par Lamine Mamadi Kwanda, Adama Giti et Maxime Zongo. Edi Hyacinthe Komboigo sera investi candidat du CDP dimanche 26 juillet à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. C'est la principale information donnée par le vice-président du parti, animateur de cette conférence de presse. Cette étape du processus selon Achille Tapsoba a été rendue possible parce que la réponse de validation par le président d'honneur du CDP de cette candidature est tombée. C'était le 9 juillet dernier. Le bureau exécutif national qui s'est aussitôt réuni a mis les petits plats dans les grands pour assurer le succès de l'événement. En attendant la version détaillée de ce que Edi va proposer, Achille Tapsoba a décliné à cette conférence de presse les grands axes du programme qui seront proposés au Burkinabé. Au nombre de ces priorités figure en bonne et première place le rétablissement de la sécurité et de la paix, la réconciliation nationale des fils et filles du Burkina Faso et la relance économique. Mamadi Lamine Kwanda, candidat du CDP à cette élection du 22 novembre prochain, impossible, a répondu Achille Tapsoba. Tout simplement parce que le CDP ne lui reconnaît pas cette qualité. Tout citoyen peut s'autoproclamer candidat au présidentiel. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est se réclamer candidat d'un parti qui ne vous reconnaît pas cette qualité. Rendez-vous est donc donné aux militants et sympathisants au Palais des Sports de Ouaga 2000 ce dimanche 26 juillet. Un congrès extraordinaire dans la matinée pour entériner la candidature d'Edi Komboigo et l'après-midi pour son investiture.
Autre point de l'actualité, nous parlons du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. Le groupe 1, composé des secteurs du commerce, de l'énergie et des mines, tient une session ici à Ouagadougou. La session est essentiellement consacrée au bilan des activités qui avaient été recommandées à la session de 2019. L'ouverture des travaux avec Issa Kafando et Caroline Ouari. Ils ont la journée pour passer au peigne le bilan des activités de l'année 2019 dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'énergie et des mines. Déjà, au regard des premiers chiffres de l'ensemble des réalisations, le premier responsable du département ministériel en charge du commerce tire de la satisfaction. Il y a beaucoup donc de réalisations qui en un an ont pu évoluer. Je vais vous prendre un exemple pour être beaucoup plus illustratif. Quand vous regardez la question de l'accès des PMI PME à la commande publique, l'achat des PME dit qu'il faut que les PMI PME puissent être bénéficiaires d'au moins 15% des marchés publics. L'évaluation que nous avons faite aujourd'hui, nous sommes à 38 et quelques % d'accès à la commande publique par les PMI PME. Donc c'est au-delà de l'objectif qui est fixé dans la charte. Idem du côté du secteur privé. En attendant de recueillir les avis des représentants de l'État sur les dossiers non résolus, les acteurs du secteur privé se disent satisfaits déjà de la tenue de ce cadre de dialogue et d'orientation. Le principe même de l'instauration de la rencontre secteur privé-gouvernement, qui est une rencontre unique dans la sous-région et qui commence à être, si vous me permettez le langage, copié par les autres États. Et beaucoup de consultants nous approchent régulièrement pour savoir comment ça se passe et comment c'est organisé et quels sont les résultats. Ce qui voudrait dire que c'est une très bonne initiative qui a été prise par le gouvernement il y a quelques années et qui donne des résultats réels. Le rôle de la commande publique dans la promotion du secteur privé est le thème général du groupe 1, comprenant le commerce, l'industrie, l'énergie et les mines. Un thème salué par les partenaires comme élément devant contribuer à booster les rendements du secteur privé et partant de l'économie nationale. Nous repartons à Bobo-Dioulasso où le ministre en charge de la communication a rencontré les responsables d'organes de presse installés dans cette partie du Burkina. Des échanges à bâton rompu entre confrères, mais largement dominés par la question du fonds d'appui à la presse privée. Occasion également pour le ministre d'interpeller les patrons de presse sur le professionnalisme dans le traitement de l'information. Hassan Gourabou et Kadouro Menki. C'est un dialogue sans détour entre le ministre en charge de la communication et les responsables d'organes de presse de Bobo-Dioulasso. Une rencontre d'échange et de partage d'informations entre confrères avec en filigrane le renforcement des liens de travail entre les organes de presse et leur ministère de tutelle. Les médias, notamment régionaux, font face à un certain nombre de difficultés et il nous faut, en tant que structure administrative en charge de la question, les aider à avoir des réponses efficientes. Le traitement de l'information en temps de crise, la culture d'un sens élevé de la responsabilité sociale du journaliste, dans le respect des standards de l'éthique et de la déontologie du métier sont des sujets évoqués avec un accent mis sur le fonds d'appui à la presse privée. C'est vrai que parfois les organes ne peuvent pas à eux seuls faire face aux exigences d'un fonds parce que cet argent-là, qui est l'argent public, doit être remboursé. Mais si on a des visions de synergie au niveau des organes, si on a des projets qui sont montés de façon plus communautaire, on peut effectivement bénéficier du fonds. Je rappelle qu'on a un taux aujourd'hui qui est peut-être l'un des plus bas au niveau d'accessibilité. Nous sommes à 4%, toutes tâches comprises. Des échanges qui vont contribuer à lever les quiproquos entre le ministère de tutelle et les organes de presse, pour paraphraser le ministre Rémi Fulgence Dangdjinou. Un ministre qui souhaite faire de la communication l'essence du dialogue citoyen et un levier de développement. Nous revenons ici à Ouagadougou pour cet autre titre de ce 20h. Une crise qualifiée de grave traverse la communauté musulmane burkinabé. C'est une affirmation du bureau exécutif permanent de la communauté musulmane, un bureau issu du congrès organisé en octobre dernier à Bobo-Dioulasso. Lors d'une conférence de presse ce lundi, la structure dit ne pas comprendre le refus de l'administration de lui délivrer un récépissé. Explication dans ce compte rendu de Amadou Ilboudo et Sekou Uzongo. Ils se font appeler Bureau exécutif permanent de la communauté musulmane du Burkina Faso.
Installé à l'issue d'un congrès tenu à Bobo-Dioulasso en octobre dernier, ce bureau prend ici les femmes et hommes de médias à témoin sur ce qu'il qualifie de grave crise au sein de la communauté musulmane. Une crise qu'ils imputent à la mauvaise gestion de l'organisation. Tous les membres du bureau exécutif permanent étaient frustrés, déçus, car notre président entretenait un silence coupable sur des situations conflictuelles qu'il a créées, sur son refus d'appliquer nos principes statutaires et sur les principes islamiques qui enseignent que nous devons nous concerter avant toute action qui engage la responsabilité collective et précisément celle du bureau exécutif permanent. Un bureau exécutif permanent, toujours en attente de son récépissé, selon le secrétaire général Amadou Mangrawa. Malgré tout, il dit ne plus reconnaître El Hadj Abdourahmane Sana comme président de la communauté musulmane. Quant à El Hadj Sana, son mandat est expiré le samedi 6 juin 2020. Son récépissé est expiré. Conséquence, il n'est plus président de notre association. Il ne peut plus et ne doit plus s'exprimer au nom de la communauté musulmane du Burkina Faso. Des démarches sont entreprises au plus haut niveau pour concilier les deux parties. Une posture qualifiée ici par les conférenciers d'immixtion de l'autorité administrative. Ce samedi 18 juin 2020, en effet, le ministre d'État a demandé de lui communiquer 5 noms le dimanche 19 juillet 2020 à 17h au plus tard. Ces 5 personnes feraient partie d'un bureau exécutif provisoire qui aura la plénitude du pouvoir pour gérer notre communauté, convoquer un congrès ordinaire et relire nos textes. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme constat? Il s'agit ni plus ni moins d'une immixtion dans la gestion de notre association. En tout état de cause, ces conférenciers disent s'engager au respect strict des lois du Burkina Faso. Ils interpellent toutefois l'administration burkinabé à trouver rapidement des solutions afin d'éviter le pire. Dans l'actualité également, une opération de retrait des enfants et femmes en situation de rue s'annonce dans la ville de Sia. En prélude à cette opération, le ministre en charge de la femme et de la solidarité nationale a animé un point de presse à Bobo-Dioulasso. Le point des préparatifs, les difficultés et le budget de l'opération ont été détaillés à cette conférence de presse. Des détails avec Drissa Traoré et Karim Sissé. L'opération de retrait des enfants et des femmes en situation de rue de Bobo-Dioulasso commence dès le début du mois d'août 2020. Et pour la réussite de l'opération, des démarches ont déjà été effectuées auprès des personnes ressources. Selon Marie-Laurence Ilboudo, certaines d'entre elles ont marqué leur adhésion au projet. Cependant, d'autres traînent toujours le pas. Nous avons l'accompagnement de la grande fêtière, la FAIB, nous avons l'accompagnement des maîtres coraniques, mais il y a des maîtres coraniques aussi qui sont réfractaires, mais eux aussi font se laisser à la loi. On a été très clair avec eux aujourd'hui. Pour cette opération pilote à Bobo-Dioulasso, au moins 200 enfants et 50 femmes en situation de rue doivent être retirés et pris en charge, rassure la conférencière. Et 55 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel pour mener à bien cette phase pilote. Un budget dont la mobilisation n'est pas souvent aisée. Aujourd'hui, nous avons facilement de la pression sociale pour mettre des milliards, des 1000 milliards pour faire une autoroute Ouaga-Abidjan que de mettre 100 millions à reconstruire des enfants. C'est la croix et la bannière pour nous de nous battre pour avoir des ressources. Mais quel serait l'impact si on met une autoroute et qu'il n'y a pas des hommes pour s'occuper de cette autoroute? Marie-Laurence Ilboudo a aussi fait le bilan des actions déjà menées par son département depuis 2018. Un bilan qui fait état, entre autres, de milliers d'enfants sensibilisés par les équipes éducatives, de centaines d'enfants en stabilisation dans des centres d'accueil et de milliers de mères prises en charge.
Actualité dans le milieu de la santé, un centre d'appareillage orthopédique et une unité de néonatologie. Voici ce qui vient renforcer les capacités d'accueil et améliorer l'offre de soins au centre hospitalier et régional de Tinkodogo dans le centre SA. Les deux infrastructures ont été inaugurées par le ministre de la Santé. Le reportage de Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. La ministre de la Santé inaugure le centre d'appareillage orthopédique au CHR de Tinkodogo, un centre construit par l'ONG Humanité et Inclusion et qui a pour objectif d'améliorer la santé physique et en réadaptation des personnes vivant avec un handicap. Ces personnes vivant avec un handicap ont tendance à être marginalisées. Il leur faut des services de santé adaptés et nous nous réjouissons aujourd'hui qu'avec l'accompagnement des partenaires, nous ayons pu construire à l'intérieur de ce CHR un centre d'appareillage et en plus que nous ayons des intrants et du matériel de rééducation. Ici, c'est l'unité de néonatologie qui est également inaugurée par Claudine Louguet, une unité construite par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Nous avons réalisé qu'au niveau de l'hôpital de Tinkodogo, précisément dans la région du centre Est, sur 100 nouveaux-nés qui naissent, il y a 11 qui mouraient, tout ça parce qu'il n'y avait pas de soins adéquats. Et nous avons effectué une visite pour voir les conditions dans lesquelles ces nouveaux-nés étaient pris en charge. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'endroit spécifique pour cette prise en charge. Donc c'est ça qui nous a motivés à accompagner le CHR pour réhabiliter cette unité de néonatologie. Pour Claudine Louguet, ces infrastructures changent la donne en matière de disponibilité et de qualité de soins au CHR de Tinkodogo au bénéfice de la population. Le centre d'appareillage orthopédique et l'unité de néonatologie sont déjà fonctionnels. Les équipes sont sur place et reçoivent les premiers patients. Ici, à Ouagadougou, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme installe le comité de gestion d'aide financière. Rappelons qu'il s'agit d'une aide du président du Faso à hauteur d'1,250 milliard de francs CFA pour réparer les préjudices liés au Covid-19 dans les secteurs des arts, de la culture et du tourisme. Ce comité aura donc à déterminer les montants à affecter aux acteurs et promoteurs concernés. Kwale Nebié et Olopoda. Bonne nouvelle pour les acteurs de la culture et des arts. d'1,25 milliard de francs CFA, le fonds d'appui exceptionnel à la culture et aux arts est passé à 1,250 milliard de francs CFA. Les acteurs culturels pourront bientôt passer à la caisse car cette cérémonie consacre l'installation du comité en charge de la gestion de ce fonds de soutien du président du Faso pour faire face aux effets de la maladie à coronavirus. Le comité est composé de 7 membres, dont 2 représentant le ministère en charge de la culture et 5 représentant les acteurs culturels. Dans ce comité, nous avons l'administration culturelle et les organisations de la société civile culturelle. Nous devons donc nous mettre au-dessus de nos propres intérêts et des intérêts partisans. Nous devons être rigoureux sur nos méthodes de travail et nos outils d'évaluation. Les critères et la clé de répartition des ressources allouées étant déjà définis par un groupe de travail, ce comité aura donc pour mission d'évaluer les préjudices et de déterminer les montants à affecter aux différents demandeurs. En tant que ministre, je ne souhaite pas me mixer dans votre travail. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me voir avec un dossier dans ça. C'est vous qui évaluez, c'est vous qui déterminez les montants. Parce que les gens sont comme ça, ils bavardent, après ils passent dans le bureau du ministre, après, non, je ne veux pas. Ce comité devra travailler en toute indépendance et surtout dans la transparence pour proposer un rapport de travail qui puisse mettre fin aux remous et aux nombreux questionnements de certains acteurs autour de ce fonds d'appui exceptionnel du président du Faso. Dans l'actualité également, un événement dénommé Grande Consultation Citoyenne des Jeunes s'est déroulé les 17 et 18 juillet dernier à Bobo-Dioulasso. Ce cadre d'échange est organisé à l'occasion du 50e anniversaire de la francophonie. Ce fut une occasion également pour les jeunes de formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement, représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Lamine Karantao et Karim Sissi. La francophonie de l'avenir
Après 50 ans d'existence de l'Organisation internationale de la francophonie, quelle contribution de la jeunesse à l'avenir de la francophonie? C'est sous ce thème que les jeunes burkinabés ont durant 2 jours échangé. Des échanges qui leur ont permis de mieux comprendre la notion de francophonie et ses missions. Il s'est agi pour la jeunesse burkinabé de réaffirmer son appartenance à cette communauté et de voir ensemble leur apport pour le rayonnement de la francophonie dans l'avenir. Et ça a été l'occasion pour nous aussi, en tout cas, de partager les valeurs et les missions de la francophonie, de savoir qu'est-ce que la francophonie a pu faire pendant les 50 ans passés et qu'est-ce qu'effectivement elle prévoit faire pour les années à venir. Faciliter la relance de la radio de la jeunesse avec l'Organisation internationale de la francophonie, permettre une meilleure représentation des Burkinabés dans les instances internationales, sont entre autres les recommandations formulées à cette grande consultation citoyenne des jeunes. Je peux vous assurer déjà qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, il y a une direction qui a été créée depuis 2 ans. Ça s'appelle la direction de la promotion de l'expertise nationale, qui est chargée du placement des cadres burkinabés dans les instances internationales. Et nous allons prendre en compte cette recommandation, même si nous y travaillons déjà, à savoir que c'est quelque chose que demandent les jeunes burkinabés. Et nous allons travailler de sorte que ça soit une réalité. À l'occasion de cette commémoration à Bobo Dioulasso, les jeunes burkinabés ont rendu un hommage mérité aux dévanciers. Actualité dans le domaine du sport, des voix s'élèvent pour dénoncer le processus électoral à la Fédération burkinabé de football. Ils sont 5 candidats sur 6 à exprimer leur mécontentement sur ce qu'ils appellent une immixtion du bureau exécutif sortant. Les plaignants dénoncent également l'irrégularité de la commission électorale. Explication avec Souleymane Sanou et Mahamadi Ouena. Nous, candidats déclarés à la présidence de la FBF, 2020-2024, 15. Réclamons la suspension du comité exécutif de la FBF pour immixtion, corruption, abus et utilisation des moyens de la FBF à des fins non statutaires. Réclamons la disqualification de la commission électorale pour abus de position et trafic d'influence. Une demande motivée par un certain nombre de griefs à l'encontre du président sortant de la Fédération burkinabé de football. Le groupe des 5 dénonce une immixtion du président sortant dans le processus et l'irrégularité de la commission électorale. Prise de position indue, c'est-à-dire en tant que président de la Fédération burkinabé de football en faveur de M. Lazare Bansé, tout laisse croire que la candidature a été suscitée par le président sortant de la FBF. La convocation partielle du corps électoral pour signer une pétition en faveur de M. Bansé Lazare le 26 juin 2020 à Koudgou avec l'utilisation illégale du logo de la FBF. Au cas où leur requête de voir la suspension du comité exécutif et de la commission électorale n'aboutirait pas, les 5 candidats affirment qu'ils feront recours à tous les moyens légaux pour une élection saine et transparente. Mise en place conformément à la réglementation au niveau de la victoire. Il est clair et net qu'on dit que ces membres doivent être élus et qu'il doit avoir appel de candidature. S'achemine-t-on vers une crise préélectorale dans le football burkinabé? Attendons de voir. Voilà, sachez que cette actualité dans le milieu du football burkinabé vous sera détaillée dans l'émission Sport Box qui vous sera présentée à 21h par Jérôme Matin-Rebego. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 23h dans une présentation de Ismaël Ladiloma Sirima. Merci de votre fidélité à la RTV.